Merci Jérôme. Alors je vais vous présenter donc les résultats d'une enquête qu'on va réaliser dans le cadre de Cité Protéines et les principaux résultats qu'on a eu dans le projet et notamment les livrables produits. Alors pour expliquer, c'était un projet donc réflexe, un CASDAR de 2 ans, 2020-2022, qui est plutôt destiné au déploiement de références existantes. Donc il était constitué en 3 parties. Une première partie d'enquête pour comprendre justement tout ce qui était la perception des éleveurs sur l'autonomie protéique, quels leviers ils avaient mis en place, quels leviers ils avaient abandonnés et pourquoi. Également un état des lieux des références disponibles et on a eu la chance aussi d'être dans les mêmes dates que Cap Protéines, donc on a été complémentaires sur justement cet état des lieux des références. Donc il y a eu la création d'un centre de ressources qui est un e-book qui permet justement de recenser des comptes rendus d'études, des témoignages ou des articles de presse. Une deuxième partie qui était vraiment destinée à la cible du projet avec des passeports, donc des modules de formation qui ont été construits avec différents groupes de travail pour les éleveurs, les conseillers et l'enseignement agricole. Plutôt lycée cible lycée et BTS, des présentations. Et après, différents supports de diffusion qui ont été construits dans le projet pour à la fois accompagner et puis déployer toutes les références existantes auprès des différents publics cibles. La spécificité du projet, c'est que c'était un projet multifilière. Donc là, je vais vous cibler les résultats sur les ruminants, mais on s'est aussi intéressé dans l'enquête aux éleveurs de porcs et aux éleveurs de volailles. Donc c'était une enquête en ligne qui a été réalisée en 2021. On a réussi à obtenir quand même un bon taux de réponse. Le questionnaire a été constitué en 3 parties. Une partie sur vraiment la perception et leur définition justement de l'autonomie protéique, les leviers mis en œuvre et abandonnés, et sous quel support ils souhaitaient être informés sur l'autonomie protéique, qu'est-ce qu'aujourd'hui ils utilisaient, est-ce qu'ils avaient une formation, qu'est-ce qu'ils lisaient, et les contenus qui étaient les plus pertinents pour eux. Donc le profil des répondants, on a obtenu 318 éleveurs ruminants qui ont répondu, principalement situés dans le Grand Ouest, parce que voilà, dans la présentation, c'était un projet, comme je veux dire, Casa Réflexe, qui réunissait 4 chambres d'agriculture régionales du Grand Ouest, Lidl, Cenovia et Végépolis Vallée, donc c'était aussi forcément notre territoire, donc ça a été plutôt des répondants du Grand Ouest, avec principalement des éleveurs laitiers, mais aussi allaitants, petits ruminants un petit peu, et après donc porcs et volailles. Quand on leur a posé la question, est-ce que pour vous l'autonomie protéique est une préoccupation, majoritairement, donc on voit 75%, oui, ça fait partie même des premières priorités pour la moitié d'entre eux pour penser l'élevage de l'avenir. Donc déjà c'est positif parce qu'ils étaient intéressés par ce sujet. Après on peut dire ils ont répondu à l'enquête, donc forcément ça les intéresse quand même, ils ont cliqué quoi. Après on leur a demandé quelle est la priorité en termes d'autonomie protéique. Donc pour eux ça passe par la production et l'autoconsommation de fourrage ou de matières riches en protéines. On en a parlé beaucoup pendant ces 2 jours. Donc c'est une des voies la plus facile pour les ruminants, donc c'est normal. Pour les porcs, on voit que eux, ils parlent plutôt d'efficacité protéique, qui traite plutôt de limiter en fait d'améliorer aussi leur ration, de parler souvent d'aliments multiphases. Donc c'est d'autres voies qui sont possibles, et c'est pour ça que souvent ils ont plutôt répondu de limiter le recours aux tourteaux importés. À long terme, on voit que, donc ça revient dans le sens des simulations de Marion juste avant, que ça permet de réaliser un gain économique sur l'exploitation. Ça, ils sont complètement d'accord, on voit plus de 75% dans la réponse des éleveurs, des techniciens et aussi de l'enseignement agricole. De même sur l'aspect bénéfique pour l'environnement et l'image positive, c'est quelque chose qui leur paraît aussi essentiel, et ils sont tout à fait d'accord avec cette problématique. De même que le maintien des performances zootechniques. Donc on l'a vu là juste avant sur les simulations, mais c'est quelque chose qui considère que c'est complètement possible. Par contre, quand on leur demande est-ce que ça comporte plus d'avantages que de contraintes d'améliorer l'autonomie protéique,
Là, les avis sont beaucoup plus partagés. Et notamment, on avait aussi interrogé les enseignants. Et là, c'était vraiment, ils étaient complètement en désaccord avec cette affirmation. Et de même, on regarde est-ce que c'est compatible avec la maîtrise de la charge du travail et de l'organisation. Et là, on voit que les répondants sont beaucoup plus partagés et que pour eux, ça peut être une contrainte au niveau de l'organisation du travail, de la multiplication notamment des chantiers. On a demandé de classer les différents leviers qu'ils avaient mis en œuvre au sein des exploitations. Majoritairement, donc, c'est des leviers fourrage, hein, qu'on a vu et cité là, sur les 2 présentations précédentes. Donc on voit l'augmentation de la part d'herbe, les ensilages d'herbes précoces, les dérobés qui sont fortement cités, en particulier chez les petits ruminants, l'analyse des fourrages ou encore l'augmentation de la part de pâturage pour tous les troupeaux et aussi les jeunes. Par contre, dans les mesures abandonnées, ce qui est fortement cité, c'est les mélanges céréales protéagineux, donc à 18%, les protéagineux purs, l'achat de protéines locales qui dépend fortement de où on est positionné au niveau de sa ferme et des opportunités, la luzerne ou le trèfle violet qui ont pu être essayés puis abandonnés notamment par donc à chaque fois les raisons qu'ils ont citées et le niveau azoté des rations qui est baissé. C'est souvent par manque de rentabilité, variabilité des rendements, parfois chute des performances animales, et certains, problème d'équipement, ou comme je vous disais, sur l'organisation du travail, une mesure qui est trop chronophage. Donc on voit quand même, en conclusion de cette première enquête, que ces éleveurs sont convaincus, sont prêts, ils voient l'intérêt des fourrages dans leur système, et les atouts que peuvent apporter ces leviers, à la fois pour l'autonomie protéique, mais aussi tous les avantages qu'elle peut proposer, qu'il y a une diversité des leviers qui sont possibles, mais on voit quand même que sur le terrain, c'est quand même difficile, qu'on ne voit pas une grande part d'éleveurs qui passent à l'autonomie protéique. Donc on s'est interrogé dans une autre enquête qu'on avait faite 2 ans avant, qui est dans un casse-d'art qui s'appelait Valherbe. On avait là interrogé, donc c'était 80 éleveurs en répondant, des éleveurs sur leur gestion de l'herbe, dans le sens quelles sont les contraintes qu'ils ont aujourd'hui et leurs attentes. Et là, je me suis intéressée, j'ai regardé vraiment les répondants qui utilisent très peu l'herbe dans leur système. Donc c'était nous, la typologie 1, on orientait en fait au début du questionnaire s'ils utilisaient très peu, moyennement ou dès que possible l'herbe. Et on voit que leurs principales contraintes qu'ils citent sont le robot et le pâturage, donc concilier la technique de traite et garder ou maintenir au moins ou augmenter le pâturage, voilà leur difficulté, l'accessibilité, l'irrégularité de la pousse et en particulier les épisodes de sécheresse estivale, l'organisation du travail, main-d'œuvre avec des chantiers de fauche parfois trop fréquents, et la gestion journalière du stock d'herbe sur pied. Donc là, je vous ai mis différents verbatims qu'ils ont cités dans cette enquête en insistant sur la variabilité, les problématiques de l'herbe qu'ils voyaient comme contraignantes pour leur système et leur perception, voilà, qu'aujourd'hui, ils étaient pas tout à fait prêts à partir sur complètement un changement de système. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on voit que dans leurs attentes, ça revient aussi à des leviers d'autonomie protéique, parce qu'ils citent justement par des références sur les coûts de l'herbe, des références sur robots et pâturage, sur la sécurisation de leur système avec l'herbe, des données économiques, plus d'infos sur les prairies de fauche, les dérobés estivales ou l'aménagement parcellaire. C'est ça qui les intéresse et ça va aussi dans le sens d'améliorer l'autonomie protéique. Dans l'accompagnement, donc on s'est aussi intéressé si, je vous disais, la dernière partie du questionnaire, s'ils avaient été formés. Donc on a demandé et majoritairement, 228 réponses n'avaient pas eu de formation spécifique à l'autonomie protéique. Par contre, ils étaient potentiellement intéressés vraiment pour s'améliorer sur le sujet. Et dans les répondants des techniciens, donc là c'était plutôt, on a eu 146 réponses, c'était plutôt des conseillers en élevage, hein, comme je vous dis, du Grand Ouest, qui ont répondu. Et sur l'information, donc comment vous informez aujourd'hui sur l'autonomie protéique, sachant que c'était en 2021, donc avant qu'on ait aussi massifié, on va dire, la communication sur le sujet, on voit que majoritairement, ils regardaient la presse, les revues spécialisées,
les sites internet et les newsletters, et la documentation technique. Et là, les personnes ressources qu'ils utilisaient pour se renseigner étaient leurs conseillers, les éleveurs de groupe ou leurs voisins, et la communauté, quand on parle de communauté, au niveau des réseaux sociaux, en troisième position. Et aujourd'hui, les principales mesures qui ont été accompagnées par les conseillers techniciens, ça revient aussi aux principaux leviers fourrage, hein, donc les pâtureries recoltées des dérobés, les cultures courtes, la luzerne et ou le trèfle violet, les ensilages d'herbes précoces et le côté valeur vraiment alimentaire des fourrages, la part d'herbe, les mélanges céréales protéagineux et l'analyse des fourrages qui est aussi importante pour démarrer justement la situation de conseil. Donc ces mesures ont continuent à être accompagnées et on le voit aussi par rapport aux ressources qui ont été produites dans le cadre de ce projet. Donc c'était toujours nos 3 cibles hein, qu'on a essayé de répondre à l'échelle française. Donc il y a eu différents supports de formation qui ont été construits. En général, pour les éleveurs, c'était une journée de formation, soit pour les ruminants, soit pour les éleveurs spécialisés en porc. Pour les conseillers, 2 jours de formation, avec notamment l'utilisation de l'outil Devotop et de cas pratiques. Et au niveau de l'enseignement, ça a été un module qui a été construit avec les enseignants, donc 7 heures de module, qui est disponible sur la plateforme Resana, qui s'appelle Protein Lab, et qui permet justement un accompagnement au niveau des lycées agricoles, avec différents supports pédagogiques, des témoignages, des quiz, pour intégrer cette thématique aussi dans le programme. Dans les supports, donc comme je vous disais, il y a le centre de ressources, donc c'est un e-book qui est multifilière, qui recense donc de nombreuses références et d'articles sur l'autonomie protéique et qui fait le lien aussi avec donc d'autres sites, donc qui est disponible et accessible à tous, donc qui permettait aussi d'être accessible à nos 3 cibles, hein, éleveurs, conseillers et enseignement. L'outil Devotop, dont on a beaucoup parlé là, qui est en cours de déploiement avec des webinaires qui sont disponibles là au mois de mars et au mois d'avril, et donc vous avez les contacts et qui permet un autodiagnostic multifilière. Des podcasts, donc ça a été un nouveau format qu'on a testé dans ce projet parce que on sait que la vidéo marche bien, mais c'est souvent un support très court et on a peu le temps de rentrer dans la technique ou d'expliquer la trajectoire de l'éleveur. Et là, on s'est dit que des épisodes de 15 minutes, ça permettait d'avoir cette relation entre des échanges avec des experts, des conseillers, et d'expliquer un petit peu comment l'éleveur a cheminé pour tester des leviers. Donc ça a été 3 épisodes qui ont été construits et qui sont disponibles donc, sur les plateformes d'écoute en tapant autonomie protéine au singulier. Donc vous pouvez les retrouver. Et des vidéos parce qu'on sait que c'est un format qui plaît à la fois pour les jeunes mais aussi dans l'enseignement, au niveau même pour toucher le plus d'agriculteurs. Donc on a recensé là les différentes vidéos, on les a classées sous une forme de playlist qui sont disponibles sur les chaînes YouTube des chambres d'agriculture qui étaient partenaires et qui vont continuer aussi à s'enrichir avec toutes les vidéos qui ont été construites. Donc en conclusion, je voulais rappeler que c'est vraiment un sujet qui doit rester d'actualité parce qu'on le ressent qu'il y a de nombreux leviers qui sont disponibles et notamment les leviers fourrage qui sont plébiscités et qui permettent vraiment d'améliorer l'autonomie protéique concrètement dans les élevages. Il y a encore des contraintes à lever, on le voit, mais par l'accompagnement, par la diffusion des références, notamment techniques, la question aussi de l'organisation du travail qui devient de plus en plus importante, notamment en élevage. Des outils, comme Devotop qui est aujourd'hui disponible, des ressources, des supports, des nombreux témoignages qui ont été aussi faits là depuis ces 2 dernières années qui sont prêts à diffuser. Et je mettais en opportunité les mesures MAEC, notamment autonomie protéique, qui sont développées dans plusieurs territoires, qui peuvent permettre justement l'utilisation de Devotop et de rentrer sur ces thématiques, l'évolution aussi du cahier des charges. Et après, c'est à nous aussi en tant que conseillers, techniciens, acteurs de la recherche de développer et de déployer toutes ces actions sur le terrain. Et du coup, j'ai mis l'autonomie protéique qui est à la portée de tous les éleveurs et toutes les éleveuses, et je pense aussi de nous tous. Merci à vous.
Merci Claire. Alors tu as été impeccable dans les temps, même un petit peu plus... Tu as gagné un petit peu de temps sur le programme. Donc je suppose qu'il y a quelques questions quand même par rapport à l'ensemble de cet exposé, peut-être aussi sur les thématiques abordées plus tôt. Oui, j'en ai une sur la diapo 71. Oui. Où on parle beaucoup des solutions autour de l'herbe. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que ceux qui utilisent peu d'herbe, finalement, pour plein de raisons, trouvent aussi que l'herbe a plein d'avantages par rapport à la question de l'autonomie. Donc c'est un peu bizarre. Mais enfin, c'est comme ça. Et donc là, je vois plein de solutions, mais j'ai l'impression qu'on parle surtout de l'herbe récoltée. Oui, bah aujourd'hui, c'est en tout cas les mesures qu'ont citées dans l'enquête les techniciens qu'ils accompagnaient le plus. Après, ils accompagnent aussi le pâturage, enfin ils mettaient, mais aujourd'hui, là, ils mettaient par rapport à 2021 quand ils ont répondu, que c'était sur ces questions-là qu'ils avaient le plus de demandes, on va dire. Oui, alors c'est un peu embêtant pour nous qui parlons beaucoup de pâturage, quoi, donc il y a un petit gap là à franchir. Est-ce qu'il y a des questions ? Julien. Merci. C'est pas vraiment une question, encore une fois, mais ce que je me dis, c'est qu'il reste du boulot pour le Conseil. Et en fait, on sent bien que quand on est un peu loin de l'autonomie, on pense à des solutions parfois compliquées, qui demandent pas mal d'énergie de mise en œuvre, alors qu'il y a des solutions toutes simples d'optimisation déjà de l'existant. Et j'ai l'impression que ça, on passe vite par-dessus. Et je pense qu'en termes de conseils, c'est souvent les solutions les plus rapides et simples à mettre en œuvre, si tant est qu'on ait envie. Et puis le deuxième commentaire, c'est que j'ai l'impression que derrière tout ça, ce qui bloque, parce qu'on parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup d'herbes, comme tu le signales Jérôme, alors conserver effectivement, c'est oui, mais à condition que mes performances techniques, c'est-à-dire en gros la production laitière ou le GMQ, ne bougent pas trop. Et j'ai l'impression qu'on bute encore et toujours là-dessus. Donc on veut bien, à condition finalement de rien changer en termes de résultats techniques. Oui, c'est clair. Après, je pense qu'on l'a cité et ça revient quand même un petit peu dans l'enquête, c'est que la première solution, ça reste quand même le chargement. Et aussi la baisse du niveau de production. Et quand on est prêt à accepter ça, on voit tout de suite l'autonomie augmenter. Donc, je pense que dans le conseil, ça reste quand même quelque chose qui est développé et déployé, quoi. Ouais, moi, j'en ai une autre question. C'est oui. En fait, on voit que les leviers techniques, il y en a plein, ça marche. Et les avantages environnementaux, les avantages en termes de stabilité par rapport aux conjonctures, etc. Mais il y a quand même cette histoire de ni plus ni moins sur le résultat économique. Toi qui travailles au contact là, des éleveurs, comment tu perçois peut-être ce manque d'efficacité économique évident, le fait qu'on ne soit pas dans un gain économique si visible que ça, quoi. Je vais revenir avec ce qu'a dit Marion juste avant, c'est que c'est quand même des mesures qui prennent du temps. Et il y a quand même une variabilité des fois de saison, qu'il faut laisser le levier plusieurs années, avec des fois plusieurs niveaux de rendement, plusieurs niveaux économiques. Et donc ça, on veut souvent tester quelque chose et que ça marche tout de suite et une solution qui remplace très très bien le maïs, quoi. Et ça, c'est par tous les leviers qui sont possibles, par la combinaison des leviers. C'est souvent aussi dans le temps que ça s'inscrit et que c'est des réflexions qui se mettent en place. Donc je dirais que c'est par le temps. Il y a deux prises de parole à venir. Ce qui est aussi frappant dans les résultats des enquêtes, alors outre le fait qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par leur production, mais ceux qui ont déjà dit c'est plus le problème, ils ont fait les transitions. Alors il y a ça. Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est à chaque fois on est dans des solutions intra-exploitation, souvent. Et il n'y a pas du tout, ou très peu d'agriculteurs finalement qui pensent, ou qui le disent, à avoir une échelle un peu plus territoriale, ne serait-ce qu'avec les voisins. Et je pose notamment la question pour la luzerne. Moi je trouve intéressant de revoir le mot luzerne apparaître, y compris en Bretagne, où les terrains ne sont pas forcément toujours très favorables pour faire de la luzerne, où les gens commencent à dire, mais finalement on devrait refaire de la luzerne sur une terre ou du trèfle violet.
et on se fait une usine de déshydratation, et puis voilà, quoi. Et puis on rentre dans un système de bioéconomie territoriale. C'est pas du tout apparu dans les résultats tels que tu les as présentés, ces approches un peu plus territoriales. On a vu un exemple ce matin là en Occitanie. Hein. Plus de complémentarité quoi, en fait, entre culture et élevage. Parce qu'il y a des degrés de liberté sans doute importants. Alors que c'est une vraie opportunité territoriale, et on l'a vu peut-être un peu plus là où justement il y a des usines déjà existantes, ou l'opportunité de coproduits, où on le voit, où cette utilisation est déjà faite et acquise, on va dire, mais elle reste complètement à déployer. Alors, pour mémoire, il y a eu un CASDAR qui s'appelait Lusco, qui avait travaillé sur ces organisations collectives de production de légumineuses, voilà, dans le cadre d'échanges entre producteurs de fourrage et consommateurs, c'est-à-dire les éleveurs, quoi. Alors, Benoît, tu vas attendre un peu, il y a une prise de parole là-bas. Est-ce que vous avez abordé la question du collectif, au moins de travail entre pairs, sur ces questions-là? Parce que enfin, de l'autre côté, on voit beaucoup de freins psychologiques et sociaux, où on a encore de la reconnaissance si on arrive à labourer un peu de prairie. Et le fait d'être accompagné par des pairs avec une reconnaissance à l'intérieur d'un groupe, est-ce que vous avez testé ça? Oui, l'objectif là des différents supports qui ont été proposés, et même de toute la matière qui existe, c'est que ça permette d'aider en individuel et en collectif, avec notamment ces thèmes-là qui seront abordés en groupe, ou au moins déjà en entrant en formation, par exemple. C'est un objectif, oui. Moi, je compléterai. Avant de te passer la parole, Benoît, j'ai juste un complément de questionnement par rapport à ça. C'est on a du matériel, on a des outils, on a des logiciels, des livrables, des vidéos, des podcasts, etc. Comment on déploie ça maintenant? Est-ce que tu as déjà mis en place, est-ce qu'il y a une stratégie raisonnée par rapport à l'accompagnement des éleveurs pour qu'on les fasse changer de pratique, quoi? Souvent, on va dire, ça peut être des entrées qui sont variées, comme je l'ai mis, des personnes qui se questionnent sur leur changement de système, sur une question économique, sur un diagnostic MAEC. Et la finalité va être l'autonomie protéique. Et du coup, c'est un petit peu sur ce qui arrive, on va dire, en demande, ou des demandes collectives, là, que ça soit une vraie thématique inscrite dans un GI2E, dans un groupe d'éleveurs déjà constitué, qui dans l'année va avoir des interventions, des ressources sur cette thématique. Donc oui, mais c'est variable en fonction des demandes d'éleveurs. Ok, une dernière intervention de Benoît, puis après on passera à la conclusion. Je voulais savoir si dans l'enquête, il y avait d'autres types d'autonomie qui ont été enquêtés. Est-ce que les agriculteurs, c'était une entrée que protéique, ou il y avait d'autres types d'autonomie qui ont été évoqués par les agriculteurs? Nous, là, l'entrée, c'était que protéique. Dans les premières questions et dans le cheminement, c'était par atelier, donc en fonction de leur atelier bovin, porc ou volaille, mais c'était une entrée vraiment autonomie protéique. Ok, bien, merci beaucoup Claire.